Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Mon invité cette semaine est Michel Dufrane, journaliste belge, critique littéraire reconnu et chroniqueur culturel. Sous son pseudonyme Miroslav Dragan, il a aussi signé plusieurs scénarios de bande dessinée, un univers qu'il connaît bien. Michel est également l'un des 9 membres du jury de l'As d'Or, le label qui récompense 4 jeux chaque année lors du Festival international des jeux de Cannes. Au quotidien, Michel analyse et décortique des romans d'un côté et des jeux de société de l'autre. Dans cet entretien, nous parlons exigence, méthode, culture populaire et passion du jeu. Michel Dufrane possède un regard affûté, parfois piquant, mais toujours éclairant. Alors, je suis au Festival international des jeux de Cannes avec Michel Dufrane, juré As d'Or pour la première année. Bienvenue sur le podcast d'abord, ça fait plaisir de t'avoir sur le podcast. Merci pour l'invitation. Je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises pour que ce ne soit pas censuré, démonétisé ou que sais-je encore. Il n'y a pas de monétisation, ne t'en fais pas. Quoi? C'est le monde du jeu, tout repose sur l'argent, on l'a toujours dit. Il n'y a rien du tout. Écoute, j'ai quand même envie qu'on démarre sur le palmarès forcément de l'As d'Or. Pourquoi les 4 jeux, du coup, ont fait la différence? L'île des Mookies, Zénith, Civolution et Toy Battle. Bon, d'une part, je ne répondrai pas parce qu'il y a le secret des délibérations, donc je ne dirai pas pourquoi ces jeux-là spécifiquement. Il ne faut pas perdre de vue non plus qu'un jury, c'est 9 personnes, ouais. Donc c'est aussi histoire de consensus. On partait d'une liste, donc cette année, globalement, il y avait, on va dire, quasiment 700 jeux qui étaient éligibles As d'Or, donc qui rencontraient les conditions de base. Au moins 630 jeux ou 670 jeux, je ne sais plus. Enfin bon. 631, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Il manquait quelque chose comme une trentaine de jeux qui n'ont pas été vus par au moins un membre du jury. Et puis, sur cette base-là, chacun a un peu fait sa propre vie. Ça s'est retrouvé en commun. On s'est retrouvé sur une shortlist d'une grosse 60aine de titres, des titres qui étaient marquants pour leur qualité, la qualité des règles, le fait de respecter la réglementation de l'As d'Or, enfin tous ces éléments-là. Et puis lentement mais sûrement, catégorie par catégorie, il y a une forme de comparaison par rapport d'une part aux qualités intrinsèques du jeu, mais quand on a réduit à 60 jeux, globalement, il n'y a pas des merdes, hein. Voilà, quoi qu'en dise Vincent de Dienne, en public. Et on se retrouve aussi avec des jeux qui peut-être ont des doublons en termes d'approche, de mécanique ou d'intention de jeu. Et là, ça va se jouer à des détails, la qualité des règles, la qualité du matériel, la durée des parties, le fait que le jeu soit aussi flexible à 2, à 3, à 4, à 5, ou aussi intéressant. Enfin voilà, tous ces paramètres peuvent entrer en ligne de compte. Ce qui, moi, est le plus important, c'est la sélection des 12. Une fois qu'il y a les 12 titres, le reste, oui, voilà, c'est du bonus. Les gens vont retenir les lauréats. Mais pour moi, l'important, c'est les 12 titres parce que les 12 titres proposent une vraie radiographie du marché. On peut se dire, voilà, en les regardant, l'année 2025, c'était ça. Il y avait du jeu à 2, il y avait du jeu compétitif, il y avait du jeu à communication limitée, il y avait une forme de retour d'un jeu de plateau à l'ancienne. Le jeu expert pouvait se partager entre du jeu d'affrontement, du vrai Eurogame, du Eurogame tordu, voilà. Et en regardant cette radiographie de 12 titres, eh bien, on se dit, voilà, si 2025 devait être résumé en jeu, c'est un bon résumé. Et puis après, catégorie par catégorie, il y a des arguments pour, des arguments contre. Et là, ça devient, alors je ne vais pas dire de la négociation, mais de la discussion saine entre les membres du jury. Et il y a un moment où on est d'accord en disant, oui, celui-là sort du lot pour un ensemble de raisons. Oui, bien sûr. Après, c'est effectivement un peu à la majorité aussi. C'est pas une question de majorité, parce que en fait, c'est pas une question de vote. Contrairement à ce que les gens imaginent souvent, on est moins comme le jury allemand du Spiel, où il y a quand même toujours une phase de vote. Enfin, l'idée dans nos délibérations de parler de tous les jeux qu'on a en main. Et lentement mais sûrement, vous avez votre paperboard qui se remplit de plus et de moins pour un jeu. Et vous avez là aussi une image de ce qu'est le jeu. Donc, il n'y a aucun jeu parfait. Mais vous dites, lui, il a quand même un ensemble de qualités. Et un ensemble de qualités qui font probablement la différence avec les autres. Alors parfois, c'est parce que c'est plus marqué par ceci. Parfois, ça peut être les illustrations qui sont plus fortes ou au contraire,
parce qu'on s'est rendu compte à l'usage que le jeu était très très solide sur la durée et que quel que soit le nombre de parties, quelles que soient les équipes de joueurs et de joueuses avec lesquelles on les a pratiqués, eh bien, on découvrait encore des choses. Enfin, voilà, la fameuse dite rejouabilité, qui est un terme assez galvaudé pour l'instant. Mais, donc ces éléments-là peuvent entrer en ligne de compte, parfois des durées de partie. Donc là, il se fait que lors des délibérations, on a quand même du temps pour jouer. Et il y a certains jeux qui laissent des a priori en disant j'avais l'impression que c'était long. Et puis une fois que vous relancez avec toutes des personnes qui connaissent le jeu, qui ont lu les règles, c'est pas si long. Donc au final, c'est peut-être pas un défaut. Enfin voilà, donc tous ces éléments-là entrent en ligne de compte. Ils font que le palmarès est celui qui a été annoncé. Et les délibérations finales ont été longues ou pas? Alors je sais que tu peux pas comparer forcément aux autres années, mais tu as peut-être des indicateurs quand même. Si, on m'a donné les chiffres. Tout est codifié, tout est chiffré. Dans le contexte de l'Asdor, c'était les plus courtes de l'histoire, depuis la codification. Donc je pense les 5 dernières années ou quelque chose comme ça. D'accord. Donc combien de temps à peu près de discussion, d'échanges? Au total, c'est une grosse dizaine d'heures pour les 4 catégories. C'était assez rythmé. C'était assez rythmé, mais de nouveau, si ça a été possible, c'est parce qu'il y a eu énormément de préparation en amont. Donc là, les gens ne doivent pas l'oublier. Je pense que souvent, il y a un fantasme où on se dit « Ah, les jurés de l'Asdor, ils se rencontrent, ils mettent des jeux autour de la table, ils jouent une fois et c'est comme ça. » Non. Donc moi, par exemple, il y a un peu moins de 300 jeux que j'ai joué au moins 3 fois dans des configurations différentes. Il y a plus de 200 et quelques jeux que j'ai joué au moins 5 fois. En tout cas, moi, dans ma façon de faire, alors les autres jurés expliqueront leur façon de faire si ça vous intéresse. Mais... Toi, tu t'étais donné... Mais moi j'applique en fait ce que j'applique dans mon boulot de journaliste, mais aussi... j'ai un esprit assez scientifique. Je fais de la recherche à l'époque. J'ai bossé sur une thèse. Ce genre de choses. Donc, une sorte de rigueur scientifique, entre guillemets, avec des gros guillemets. À savoir, j'ai des groupes contrôle, je connais les gens avec qui je joue dans un écosystème qui est le mien, que je maîtrise. Les personnes avec qui je joue, je les connais suffisamment pour que dans certaines catégories de jeux ou sur certains types de jeux, on puisse faire des fausses parties. À savoir, on va bien jouer, mais on se donne un objectif en disant, moi, je vais jouer telle consigne ou tel objectif ou telle façon de gagner. Et toi, tu vas jouer comme ça, toi, tu vas jouer comme ça. Et si on se rend compte soudainement que le gars qui a joué la course au point, il termine avec 120 points et que celui qui a joué les combos, il termine avec 5 points, on peut s'inquiéter d'un équilibrage ou ce genre de choses. Voilà, donc j'ai la chance d'avoir autour de moi des vrais gros joueurs de jeux, experts, comme on aime les présenter, mais qui ont aussi un historique de joueurs de jeux experts. Donc, ils n'ont pas découvert le jeu expert avec le Covid. On a des petites traditions de ressortir du Agricola en allemand, comme je dis toujours en blaguant, parce que c'est des trucs de notre adolescence. J'ai aussi la possibilité de jouer dans mon échantillonnage de personnes, quasi une cinquantaine de personnes. La plus jeune, elle a 4 ans. Alors, je vais te demander justement si tu avais aussi pu jouer à des jeux enfants. Pas assez, mais j'ai mes quelques petits joueurs et joueuses qui malheureusement grandissent très vite. Donc là, ça va être compliqué. Et puis qui très vite ne sont plus des joueurs tout à fait neutres non plus. Qui deviennent experts aussi dans leur domaine. Ouais, c'est vrai. Ce sont des joueurs experts à leur façon, mais souvent les jeux qui vont être primés sont des jeux experts, mais pour enfants de 4 ans. C'est plus que simplement lancer un dé, c'est vraiment amener un autre type de réflexion. J'ai quand même aussi tout un pôle de joueurs qui, je dirais, ont plus de 55 ans avec un passé ou un passif de joueurs assez large, dont des joueurs qui aujourd'hui sont retraités et qui ont l'habitude aussi de pratiquer des gros jeux. Un de mes proches a terminé Gloomhaven, a terminé Frosthaven. Voilà, le truc qui est souvent difficile. Voilà, est un fan de Dungeon Crawler, est un fan de jeux avec figurines, est un fan de Wargame. Et donc, quand on arrive chez lui avec un jeu de ce profil-là, qu'on réunit une table de cette catégorie-là, mine de rien, très vite, il y a un feeling qui va se dessiner en disant je jouerais bien, j'ai envie, tu me prêtes la boîte. C'est des indicateurs, effectivement, c'est bon signe. Ce sont les premiers indicateurs. Je fais aussi tourner mes boîtes. Je les prête, je les laisse tourner. J'ai des copains qui sont des fans de lecture de règles. Et oui, ça existe. Donc moi, je lis les règles pour jouer, pour expliquer, mais je leur file des paquets de règles et ils les lisent. Et puis, ils me reviennent et quand sur un jeu, 2 ou 3 d'entre eux me disent « Et alors, quand tu joues la deuxième carte, est-ce qu'elle annule la première? Est-ce que ça... » C'était pas clair. Alors, c'est que, c'était pas clair. Donc, sont aussi des filtres. En tout cas, moi, je travaille comme ça. Après, je sais pas, de nouveau, je dis chacun a sa méthode. Mais en arrivant avec cette approche-là, en arrivant avec les approches des autres, je pense à Nat qui est en café-jeu, donc qui a un public aussi qui vient très différemment. Elle voit des gens jouer, enfin, ce genre de choses. Je vais aussi dans des soirées-jeux dans l'école de mes gamins. Donc, en Belgique, on dit collège, mais enfin, chez vous, c'est lycée, collège. Enfin, voilà, dans ces catégories d'âge, c'est intéressant de voir. Je prête des jeux aux animateurs et aux profs qui organisent ça. Et parfois, ils me disent, le jeu n'a pas du tout tourné, ça a intéressé aucun gamin.
Et puis, il y a d'autres moments, il dit, je peux pas te le rendre tout de suite parce qu'il tourne bien et tout. OK, ben là aussi, c'est un indicateur. Et parfois, l'indicateur ne rencontre pas les a priori qu'on aurait sur un jeu. On se dit, c'est trop simple, c'est un peu bête, ça ressemble trop à ceci, ça ressemble trop à cela. Oui, mais si ce public-là n'a pas connu le ceci ou cela, ou si oui, ça ressemble, mais c'est moins fun, ils vont sanctionner le jeu d'une façon ou d'une autre. Et cette remontée-là m'intéresse aussi, parce que parfois, il y a des jeux qu'on peut enterrer parce que, j'en sais rien, moi, ils sont moches, on n'a pas compris, machin. Et puis, soudainement, vous avez d'autres joueurs qui se réveillent en disant, mais je comprends pas que tu n'aies pas aimé, faudrait qu'on essaye. Enfin, moi, j'ai aimé pour ceci, pour tel élément, j'ai trouvé ça intéressant. Voilà. Donc, quand je dis scientifique, j'ai bien dit que je mettais des guillemets, mais c'est quand même de travailler dans un environnement que je contrôle et puis partager mon expérience avec les autres membres du jury. Et au moment des délibérations, ou un peu avant, on s'est déjà croisés dans l'année, on joue des parties ensemble, mais tout ne repose pas sur cette espèce de fantasme de le jury se réunit, fait ses parties et puis c'est fini. Enfin, bien sûr. Ouais. Et toi, du coup, tu avais une méthodologie de noter en fait un petit peu tous ces indicateurs-là. Alors, on note énormément de trucs. Il y a un fichier géant, tout le monde a déjà à peu près entendu parler, dans lequel il y a effectivement des intentions de ça vaut pas la peine, ce serait intéressant qu'on s'y penche, ça peut concourir. Le ratio, si évidemment 5 personnes ont dit ça vaut pas la peine, on peut passer à l'as. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir des jeux où 2 personnes ont dit ça vaut pas la peine, 3 ont dit pourquoi pas, et puis 2 autres ont fait waouh, c'est vraiment super. Et donc là, de s'intéresser, peut-être de travailler différemment les jeux, puisque je pense qu'aujourd'hui, une des problématiques que moi j'ai rencontrées, on vous met sur la boîte de 2 à 7 joueurs, et en fait, règle 2, c'est une règle bâtarde. On se rend compte que si on a un nombre impair, il y a un joueur fantôme. Parfois, c'est bancal, ouais. Et on se dit, non, en gros, c'est un jeu 4 ou 6 et que ça. Et en dehors de ça, ça ne fonctionne pas. Et donc, il y a tous ces éléments-là qui peuvent aussi entrer en ligne de compte parce que même si on met des commentaires avec les indicateurs, mais quelqu'un qui a mis 1, il a peut-être chaque fois joué à 2. Et celui qui a mis 3, il dit, moi, j'ai chaque fois joué à 6. C'est quand même incroyable quand on y joue à 6. Et donc là, à ce moment-là, rentre la discussion et la négociation de savoir en disant est-ce qu'un jeu qui est estampillé 2 à 7, qui n'est bon qu'à 6, est-ce que ça vaut la peine de le labelliser ou pas? Bon, l'exemple est grotesque puisque la réponse serait évidemment non, mais il y a quand même des tas d'exemples beaucoup plus fins que ça et qui posent ce genre de questions. Et alors, comment ça s'est passé rétrospectivement cette première année pour toi? Comment tu l'as vécu et comment tu as vécu cette première cérémonie? Alors, c'est 2 questions différentes. La première année, beaucoup trop de travail, mine de rien, puisqu'entre autres, moi j'ai été intronisé en juin, ce qui fait quand même quelques mois de moins pour... une bonne demi-année qui a dégagé. Alors heureusement, j'avais déjà traité énormément de jeux dans le cadre de mon boulot. Un de mes problèmes, entre guillemets, c'est que je suis belge. En quoi c'est un problème? Déjà d'être belge, donc je vais parler du fédéralisme maintenant. C'est-à-dire que moi, en tant que journaliste, je travaille avec la diffusion belge et pas avec la diffusion française. L'ASDOR, c'est la France. Donc, je dois me faire connaître de ces gens. Et tous les éditeurs, diffuseurs se sont pas montrés hyper réactifs. Et donc, il y a eu quand même beaucoup de temps d'admin passif pour aller récupérer des jeux, y avoir accès... se voir fermer des portes en disant non, on n'a plus de boîte, on a déjà tout envoyé aux influenceurs, machin. Enfin, et ouais, ok, t'es gentil. Alors voilà. Est-ce que les autres membres du jury peuvent pas t'envoyer une boîte et tout? Si toi tu peux pas, je vois pas pourquoi eux pourraient. Enfin, ça me paraît dingue ça quand même d'être un peu en galère comme ça. Oui, c'est vraiment un truc. Là, c'est ma minute ronchon. Je peux être souvent ronchon quand même. Attention, il va peut-être y avoir plusieurs minutes ronchon. Je vais prendre un exemple qui m'est réellement arrivé, qui était assez drôle. Le lundi, je suis en contact avec un éditeur, je lui demande une boîte dans le contexte Asdor et il me dit ah non, il n'y en a plus, c'est pas possible, on n'a pas de stock, machin, un truc. Le mercredi, j'ai un autre interlocuteur dans la boîte qui me dit tiens, est-ce que tu aurais l'occasion de parler en télé ou en radio de ce jeu? Alors je t'envoie une boîte. Et le vendredi, le même interlocuteur, quand je lui dis ok, ça m'intéresse, je prends la boîte et le jeu est suffisamment profilé, j'avais eu suffisamment d'écho pour savoir que je pouvais probablement, plus que probablement, voire même en parler en médias. Le vendredi, la même personne me recontacte en me disant comme tu me confirmes, apparemment tu pourrais le faire en télé ou en radio, si tu veux on peut faire un concours, je peux te donner 10 boîtes. Alors mettez-vous d'accord entre vous et que le gars qui... Enfin voilà. Plusieurs sons de cloche, ça marche pas. Ils ne sont pas des exemples isolés. Hein. Il y a une liste, jury Asdor, je coche des trucs et je reçois d'autres jeux. Et c'est gentil. Puis je dis mais pourquoi tu m'as envoyé ça? Ça peut peut-être te servir dans ton boulot, ce serait sympa d'en parler, mais c'est la xème itération d'un jeu connu, c'est une extension pour machin. T'es gentil. Alors le joueur, il est pas contre, mais en même temps, le journaliste est peut-être pas contre non plus. Mais en tant que juré, je m'en fous, tu vois. Voilà. Et donc tout ça m'a vraiment usé. Alors je me dis que là, heureusement, après la cérémonie, à mon avis, les gens m'ont un petit peu identifié ou reconnaîtront ma gueule ou en tout cas mon pseudo et mon nom. Voilà. Et puis la cérémonie, c'est fun, quoi. Ouais.
c'est du bonheur. Hein. On est là, on va féliciter des gens, on met en avant leur jeu, et pas que les gagnants. Ils sont 12, voilà. Il y a une salle remplie, il y a des applaudissements, il y a de l'émotion. Bah, c'est une cérémonie. Moi, je vois pas il y a eu beaucoup Et puis, d'émotions, c'est vrai. on sait aussi que derrière, pour avoir discuté avec les différents diffuseurs et éditeurs, les 12, ils vendent bien. Hein. Il y a des jeux qui sont déjà out of stock. Enfin, j'ai croisé des auteurs qui étaient ravis, même de ne pas avoir gagné. Alors, ils auraient préféré avoir gagné, mais le fait d'en Bien être, sûr, voilà. ça reste une belle vitrine. Donc, et tout ça participe du dynamisme du monde du jeu, de l'envie de faire jouer. Ce que j'ai trouvé intéressant dans cette année, j'ai trouvé que les médias étaient un petit peu plus présents que les autres années. Et j'entends par médias traditionnels. les vieux médias, voilà, les médias traditionnels, avec du France Culture, France Inter, France Azur ou Azur, enfin Azur Radio, je ne sais plus, mais Le Parisien, TF1 qui fait un long reportage sur le sujet. Enfin, donc on se dit, ça se démocratise. Voilà, l'AFP, la presse écrite. Donc on se dit, tiens, alors c'est pas une question de se démocratiser, c'est que le jeu est en train d'être reconnu comme probablement un produit culturel qui a la cote, qui a la hype, ou en tout cas qui commercialement est viable, hein, puisque c'est un des rares marchés culturels, si ce n'est le rare marché à être en progression. Et d'autre part, on sent aussi que le jeu rentre dans la pop culture, parce que parallèlement à ça, Ticket to Ride est racheté fort et vilain par Netflix pour en faire des déclinaisons. Loup-garou. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais bon. Si, alors, quoi qu'il en soit, ce serait une bonne chose. Alors pas pour le fan de Ticket to Ride probablement, mais c'est une bonne chose parce que c'est un label, un nom qui va faire penser à autre chose. Loup-garou, bah oui, une émission télé, alors qu'il y a une télé-réalité qui correspond au jeu, mais plus tout à fait, enfin ce genre de choses. Bah oui, mais c'est tout ça, c'est des bonnes choses. C'est comme voir l'évolution du jeu de rôle. Moi j'ai connu le jeu de rôle, époque Mireille Dumas en France, où on disait jeu de rôle, ça voulait dire qu'on était sataniste, qu'on allait dans les cimetières violer des cadavres. Et puis aujourd'hui, c'est dans Stranger Things, on voit des acteurs, des rockers et tout dire, bah moi, ma vie c'est le jeu de rôle. Quand on est en tournée, on fait du jeu de rôle. On voit des équipes de NBA faire des vidéos où ils sont en train de jouer à Donjons Dragons. Bah voilà, ça rentre dans cette pop culture. Et donc que le jeu, c'est aussi ça les as d'or, parce que les premiers joueurs des débuts ont l'âge d'avoir transmis aussi à leurs enfants. Oui, et puis aujourd'hui, il y a une génération de décideurs qui sont ces enfants-là, et donc qui n'ont plus d'a priori négatif. Et les As d'or participent à cette mécanique-là aussi, qui est de dire, c'est de la mise en vitrine d'une série de jeux, en disant, regardez, c'est comme les vins, il y a une médaille d'or dessus, faites attention, je ne suis pas trop joueur, je suis un peu, je vais essayer, je vais prendre du plaisir, c'est chouette. Ça va rentrer dans la logique. Ce qui est intéressant aussi, c'est, alors là, je le voyais sur une étude menée en Belgique, les gîtes, maintenant, ont des mini-ludothèques. Alors avant, il y avait des vieilles bibliothèques toutes pourries, et il n'y avait rien d'autre, ou un Monopoly, un jeu de loi qui traînait, ou un vague jeu de cartes. Et maintenant, on y trouve les nouveaux classiques. Et les nouveaux classiques, là aussi, quand on interroge la génération Z ou un petit peu plus vieux, ils vont plus citer le Monopoly comme un classique. Ou alors ils vont le citer, mais à côté, ils vont mettre un Ski-Joe, ils vont mettre un Codenames, ils vont mettre un Loup-garou, ils vont citer un Carcassonne, parce que ou un Seven Wonders, enfin, sont des titres qui commencent à entrer dans l'imaginaire collectif, qui commencent à entrer dans la pop culture. Et ça qui est important. C'est plus de se dire, ah oui, le fiche, c'est le truc où il y a des geeks, des barbus avec des casquettes. Et nous, en France, on a les Ludogites, l'association des Ludogites aussi. Et ça, c'est vraiment super. On en a parlé aussi. Ça se déploiera peut-être plus loin, mais c'est vrai que pour l'instant... Et le fait de rentrer dans la pop culture fait aussi qu'il y a plein d'à côté qui deviennent intéressants. Ça veut dire qu'on va aussi, par exemple, penser de plus en plus à l'accessibilité des jeux. Donc, pour les malvoyants, pour les daltoniens. Voilà. Par exemple, parmi mes joueurs, j'ai un joueur qui a une forme de daltonisme. Alors, il y a plein différents machins, trucs. Mais ce qui est intéressant, c'est parfois de lui mettre un jeu sous les yeux et justement, il va me dire, t'es gentil, mais voilà. Et ce qui est intéressant parfois, c'est que on connaît la version originale du jeu, il y joue, et on passe à la version française, et il me fait, c'est la cata. Parce qu'ils ont changé la luminosité, ils ont changé les teintes. Enfin, des micro-éléments qui sont des éléments de fab ont un impact. Bon, après, on a aussi les gauchers. Enfin, il y a plein d'éléments comme ça. Et plus le jeu sera dans la pop culture, plus on produira des merdes parce qu'on sait que commercialement, on peut inonder le marché. Mais en même temps, plus on fera attention
aux jeux de qualité. Voilà. Exactement. Alors, tu fais partie un peu de cette, alors, si on peut dire, démocratisation ou popularisation du jeu, parce que c'est ton travail aussi. Voilà, tu as des chroniques. Bon, alors, c'est une toute petite partie de mon travail, qui Ouais, est une quand petite même ce qu'on partie, appelle mais de la variable d'ajustement, puisqu'à la base, moi, je suis d'abord et avant tout professionnellement un critique littéraire. Mais c'est vrai que grâce au Covid, la façon dont ça s'est passé, j'ai déjà raconté, c'est... moi, je suis joueur de longue date, j'ai commencé à jouer en 1982. J'essayais toujours, dans les médias dans lesquels je travaillais, où j'avais un peu de pouvoir, donc comprendre ceux où j'étais rédac chef adjoint et autres, d'avoir du jeu. Parce que bande dessinée et jeux, ça allait bien, science-fiction et jeux, ça allait bien, ça me semblait logique. Voilà. Et puis, je me suis retrouvé dans la situation à travailler pour des vieux médias, donc radio et télé, et j'essayais de faire passer l'idée qu'on pouvait parler du jeu. Et là, très vite, on dit oui, mais non, c'est pour les geeks, ça n'intéresse personne et autres. Puis vient ce moment béni que fut la pandémie, où mes producteurs et directeurs de chaîne m'appelaient en disant on est bloqué à la maison, t'as pas des idées de jeu parce que je suis avec les gamins, parce que je suis avec mon épouse ou mon mec ou machin, un truc. Et là, comme un gros crétin, je répondais bah oui, et toi, t'as pas des idées de programme. Enfin, voilà. Et donc comme ça, on a commencé à mettre ici et là des chroniques, parfois des sujets plus longs, et à parler du jeu. Et puis, la crise aidant, la crise médiatique aidant, celle qu'on est en train de vivre pour le moment, avec des rationalisations, on dit, ah ouais, on doit faire des économies, on va d'abord dégager le jeu. Ah oui. Le livre et le cinéma, ils sont moins déboulonnables que le jeu. Et là, ça devient très épisodique. Il y a toujours les éléments de c'est les congés, ce serait peut-être bien, c'est la Saint-Nicolas, c'est la Noël, enfin voilà. Et donc, se raccrocher à des moments, ne pas rater ces moments-là. Mais il y avait plus de moments avant que maintenant, c'est un fait. Mais par exemple, en étant ici au Fige, j'ai fait des matinales radio et matinales télé tous les jours de la semaine. En duplex, en étant crevé, ça a tué mon sommeil. Oui, sur la semaine. Ouais, j'ai eu les émissions d'info, j'ai eu les matinales télé. Donc, comme quoi, il y a moyen. Alors évidemment, j'ai vendu le sujet être à Cannes, être membre du jury. Il y a des éditeurs belges présents. Enfin, voilà, il faut trouver des sujets, il faut trouver du storytelling. Trouver des angles aussi, c'est pas spécialement les jeux eux-mêmes qui intéressaient, mais le fait que ces angles existent, eh bien, il y a encore moyen, mine de rien, d'arriver à placer le jeu. Et je pense que on pourrait y arriver. Plus il pénétrera la pop culture, plus on pourra y arriver. Et évidemment, maintenant, comme on me pose des questions, ce qui était le cas le matin du jour où on enregistre, la question n'était pas « Et alors, est-ce qu'il y a autre chose que le Monopoly ?» La question était « Est-ce qu'il y a autre chose que le loup-garou ?» Donc, preuve que déjà, certains éléments sont en train de changer dans la tête des intervenants qui ne sont pas des spécialistes du jeu. J'avais entendu une vidéo qu'avait fait Penelope Gaming il n'y a pas très longtemps, qui disait que à partir du moment, elle avait remarqué que dans le langage, quand on parlait de le, tu l'as entendu, quand on dit le ou no, c'est Théo Rivière qui a cette hypothèse-là. C'est à partir du moment où on dit le, c'est rentré comme une sorte d'objet. Ouais. Et que c'était devenu effectivement une référence. Et que c'est une référence. Et c'est le cas. Ouais, et c'est vrai qu'il y a ce type de langage apparaît, c'est vrai. Comment toi tu sélectionnes les jeux dont tu as envie de parler justement dans tes chroniques ? Déjà, moi je suis sur du média généraliste, donc ça doit être accessible aux généralistes. Là où c'est très compliqué, c'est qu'accessible à un public général ne veut pas dire un jeu facile et con, ce qu'on a un peu tendance à croire. Donc, les raccourcis, on les évite. Il fut un temps quand même où quand je disais voilà, je bosse comme ça. Alors on me proposait des trucs tout à fait soit intéressants, mais c'était la 367e itération du double, ce genre de choses. Je disais non, prenons autre chose. Un élément important étant en Belgique, c'est que le jeu soit bien disponible sur le sol belge, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui est aussi très perturbant pour certains joueurs informés, puisque ils vont voir les influenceurs, même des influenceurs belges parler de jeux alors qu'ils ne sont pas disponibles sur le territoire belge. Donc ça fait râler quand même les ludicaires. Donc je vérifie ça. Puis je joue. Et puis il y a un moment où vous dites, oui, c'est accessible. Tant que dans le discours, dans un média généraliste, vous dites, c'est accessible à condition que vous ayez déjà joué à d'autres jeux, il n'y a pas de problème. Ou, si vous connaissez les Aventuriers du Rail, eh bien ceci, c'est pour aller plus loin. Alors, il n'y a pas de problème, on peut basculer, on n'est pas obligé de faire du jeu, je dirais, famille, on peut commencer à avoir du petit initié et autres. Ou alors, si vous avez un thème fort et une mécanique facile, mais peut-être une mise en œuvre complexe. Et c'est là la grande différence entre c'est un jeu qui est difficile à bien jouer, mais facile à mettre en œuvre, ça peut se passer. Et je sais que j'ai d'excellents retours, par exemple en télévision, en matinale télé, sur des jeux comme
comme SETI ou Arc Nova. Alors qu'on dirait, on va dire généraliste, jamais. La petite anecdote sur SETI, c'est donc je parle en matinale de ça en disant bien, attention, le temps de jeu qui est énorme, la complexité des règles, mais le thème qui est intéressant. Donc je pose le truc et en généraliste, on explique assez peu les mécaniques. On dit globalement comment ça fonctionne, mais voilà, on va pas expliquer des mécaniques. Et puis j'ai une dame qui me contacte, elle me dit, voilà, vous avez parlé d'un jeu, il avait l'air intéressant et je dois faire un cadeau à mon mari. Est-ce que vous pourriez quand même en dire un petit peu plus? Et là, moi, je suis tombé vraiment dans le panneau comme un bleu parce que je vois le profil de la dame, elle a l'âge de ma maman. D'accord. Moi, j'insiste, je prends des pincettes, je dis attention, c'est un jeu complexe, machin. Elle dit oui, j'ai bien compris, vous l'avez dit, mais je dis, mais elle imagine peut-être pas ce que veut dire jeu complexe. Hein. Elle me pose 3 questions, donc j'explique quand même. Je dis voilà, il y a X séquences de jeu, il faudra choisir entre tel type d'action et tout. Elle dit mais voilà, donc c'est complexe. Elle dit oui, mais vous voyez, mon mari a son anniversaire, je voudrais lui faire un beau cadeau parce que là, on a quand même déjà plus de 1000 parties de Terraforming Mars et 500 d'Arc Nova et on se lasse un peu. Ah oui, je dis, en effet. Ah oui, et là je me suis dit, mais vraiment, mais quel con. On a tous des a priori. Mais voilà, on a un a priori, c'est pas parce qu'elle a l'âge de ma mère et tout. Et donc j'ai continué à discuter avec elle. Et elle me dit, mais vous savez, à notre âge, on a le temps. Ouais. Et donc on joue. Et ce qui était très mignon, donc elle lui a offert le SETI. Et tu as eu des retours après? Alors j'ai eu des retours après dans quelque chose dont je me souviendrai toujours tant c'était chouette. Donc elle me signale qu'elle lui a offert et puis elle me dit voilà, nous avons déjà joué 4 parties, j'ai gagné les 3 premières. Il vient de me battre de quelques points, les choses sérieuses commencent. Ah, c'est super. Et cette notion de choses sérieuses dit tout. Voilà, et c'est là le danger quand on est en généraliste, ce serait peut-être de trop censurer d'un côté et de se dire les gens sont cons. Ben non, les gens sont moins cons que ce qu'on veut bien croire. Il faut peut-être plus les prendre par la main, les guider. Je pense que c'est aussi peut-être un biais. Parfois, quand on voit la façon dont les As d'or sont commentés, on dit ah ben non, ça doit être de l'initié. Pourquoi ce serait de l'initié? Non, on pense que les critères pour que ce soit un tout public sont réunis. Ou à contrario, de se dire, je filtre pas trop et comme le jeu est bien et que c'est chouette, j'en parle et puis advienne que pourra. Voilà. Mais ça aussi, la catégorisation, c'est pas simple. Puis oui, mais je pense que les catégorisations, c'est artificiel. C'est pour donner, c'est du label et c'est pour rassurer les gens, le milieu, le commerce. Mais au final, je pense que ce qu'il faut avoir comme démarche, il y a 2 démarches qui s'affrontent et qui se complètent. Les influenceurs vont d'abord parler d'eux, d'une certaine façon, de ce qu'ils aiment, à savoir de ce qu'eux aiment, ce que leur communauté peut aimer, et vont élargir lentement mais sûrement. Et le généraliste, c'est l'inverse. Je ne dois pas parler de ce que j'aime moi, je dois essayer de parler de ce qu'aiment les gens. Et en gros, je vais balancer des bouteilles à la mer. Et quelques bouteilles vont revenir sur le rivage. Et parfois, c'est beaucoup de bouteilles, parfois, c'est peu. Mais moi, mon but, c'est de me dire, non, je ne reste pas dans ma caisse à moi. Je balance des bouteilles et puis je vais essayer de bien viser, évidemment. C'est le plus complexe. Mais, un peu comme un ludicaire, finalement. Ou comme un ludicaire, ou comme un ludothécaire aussi. Ludothécaire aussi, exactement. Et je pense qu'il ne faut pas les oublier. Ah non, pas comme souvent, quand on parle du livre, on parle des libraires. Et les bibliothèques, c'est fondamental aussi pour le plaisir de lire. Voir, c'est encore plus important, puisque vous allez en bibliothèque, vous empruntez 10 bouquins, et il y en a 4 que vous n'aimez pas, vous les finissez pas, c'est pas grave. C'est vrai. Pour une bibliothèque, c'est la même chose. Et là aussi, on a l'image du vieux truc poussiéreux, alors que c'est en train de franchement se moderniser. Ah oui, ça modernise, en Belgique, il y a quelques Rolls d'un point de vue bibliothèque, mais il y a les barrageux, il y a plein de choses. Mais pour ça, il faut un moment accepter d'être curieux. Et pour l'instant, je trouve que c'est aussi quand même un paramètre, et c'est normal, temps de crise, temps de repli sur soi, la curiosité, quelque chose qui disparaît. Et même au sein des communautés de joueurs, on aime bien rejouer à des choses qu'on connaît déjà, dans lesquelles on est à l'aise. Et on a un peu de mal dès qu'on sort des sentiers battus. Oui, sortir sa zone de confort, c'est jamais simple. Ouais. Voilà. Je pense que malheureusement, j'ai un peu toujours vécu comme ça. J'adore sortir de ma zone de confort en permanence. Et donc, voilà. C'est un peu tous notre problème pour le coup, pour les gros joueurs. Hein. C'est que il y a un côté boulimique. Notre problème, il est plutôt de continuer à jouer aux jeux qu'on aime. Et ça, c'est de trouver le temps. C'est clair. On peut reparler peut-être de toi. Quels sont un peu tes Madeleines, tes jeux Madeleine de Proust? La phrase petit jeu Madeleine de Proust, je comprends pas petit. Mon ADN sont des jeux d'ordures. C'est à peu près tout ce qui se fait pas pour l'instant, ou qui ne se faisait plus. C'est en train de réapparaître. Moi, le jeu de plateau, je le commence avec 2 jeux qui sont Diplomatie et Fief. Tu commences par là? Je commence par là. À quel âge? J'ai
13 ans, 13, Ouais. 14 ans. Je commence par là parce que j'ai commencé par le jeu de rôle quand j'avais 12 ans. Et là, ma maman était super inquiète. Et donc, elle s'est dit, je vais lui offrir un truc plus sérieux que des trucs comme ça où ils affrontent des monstres gélatineux, je ne sais pas quoi. Et à l'époque, Diplomatie, Fièvre, ça se trouvait quasi en grande surface. Donc, Oui, c'est vrai. voilà. Donc, moi, je commence par ça. Et qui sont des jeux avec des interactions très fortes, qui sont des jeux avec de la négociation, qui sont des jeux avec de la confrontation directe. Et c'est vrai que moi, ça m'amuse. Ce sont des jeux où il y a moyen d'être un facteur de chaos. Dans l'évolution du jeu, j'avoue que je suis fan, Madeleine de Proust, de jeux comme Cosmic Encounters, Rencontre cosmique. Pour moi, est un jeu pilier de la création du jeu de société, trop méconnu aujourd'hui, probablement des jeunes générations, mais qui est un jeu qui, à mon avis, alors bon, je pense peut-être l'avoir vu dans des interviews, mais quoi qu'il en soit, vu les gameplays qu'ils ont, Richard Garfield y a joué, c'est le jeu référence de Bruno Feduti y a joué, enfin voilà, Ouais. parce que ce sont des jeux qui ont une dimension minimaliste dans les règles, mais une dimension incroyable dans la façon d'interpréter la règle. Je suis un grand fan du jeu Intrigue. Pur jeu de négociation d'ordures. Alors, il faut savoir que chez nous, une partie d'Intrigue, c'est pas 25 minutes comme sur la boîte. La dernière, c'était 4h30. Oh, oui, d'accord. Et très, très intense et très violente dans les propos et tout. Mais on le sait, c'est le cadre, c'est le jeu. C'est de l'acting, quoi. Voilà, c'est le jeu. Il y a ce cadre ludique qui est là et on peut se le permettre. Je suis un grand fan de jeux avec des règles kilométriques, mais parce que ce sont des jeux qu'on a découvert à l'époque comme ça et qui nous semblaient intéressants et on devenait adulte grâce à ça. Res Publica Romana, Republic of Rome, Successor, qui est un truc qui est d'abord paru, une sorte de wargame qui est d'abord paru dans Strategy and Tactics et puis qui est devenu un jeu plus conséquent. Voilà, les Madeleines de Proust sont plutôt à chercher là, mais je sais que c'est des jeux qu'on sort une fois de temps en temps, voire qu'on n'ose plus sortir. Le reste... Ou avec les copains, parce que ça évoque les souvenirs, voilà, justement. C'est ça. Ouais. Mais, les jeux Madeleine de Proust, c'est les jeux qui plaisent aux potes et les gens ont envie de jouer. Voilà, dans mon environnement, soit les gens n'ont pas du tout de ludothèque et sont des gens qui jouent parce que je leur propose, soit alors ils ont des ludothèques qui sont incroyables. On fait quoi maintenant? Bon, je ne sais pas. Allez hop, Agricola, parce qu'on a envie de se remémorer des vieux souvenirs et se prendre des fessées. Ou voilà, moi je suis un fan aussi par exemple d'un jeu comme Dominant Species, qui est aussi un jeu de nouveau interaction directe machin. En jeu à deux, j'aime bien toute la série des Inflexibles. Le Inflexible Bataille d'Angleterre est excellent d'ailleurs. Cette année, j'ai vraiment bien aimé Ironwood. En plus, les auteurs sont bruxellois, donc c'était sympa. J'ai eu l'occasion de jouer avec eux, de discuter avec eux. Mon fils de 18 ans a vraiment accroché au jeu. Et donc, oui, on joue l'un contre l'autre. Et maintenant, on ne jouera plus l'un contre l'autre parce qu'il le maîtrise vraiment trop bien. Je trouve que la licence Unmatch est une super licence dans cette dimension, cette confrontation. Voilà, donc en gros, on a compris que le roll and write, chacun dans son coin, où on développe son petit puzzle, c'est pas pour moi. C'est pas pour toi. Et alors, qu'est-ce que tu conseilles un peu peut-être pour un joueur, pas qui démarre complètement, mais qui s'intéresse au milieu, qui découvre quand même pas mal de choses, les indispensables en fait de la ludothèque justement, les références qu'il faut essayer de jouer, parce que ce qui est important pour sa culture ludique, tu vois, quelqu'un qui veut se faire sa culture ludique. Eh bien, ça, j'y crois pas. Ah ouais. Je crois pas, il faut se faire une culture ludique. Je dirais, ce qui est indispensable aux gens qui veulent se lancer dans le jeu, éclatez-vous. Trouvez les jeux que vous aimez. Et si votre culture ludique, elle commence avec des jeux de 2025, mais vous vous éclatez avec, ce sera ça votre culture ludique. Oui, bien sûr. Et on s'en fout que vous n'ayez jamais joué à Tikal, à Funkenschlag, à Fischeflippe Frikadellen ou que sais-je. Voilà. Et si un jour quelqu'un vous dit « Ouais, mais viens, essaye ça, tu verras, c'est cool. T'aimes les jeux de cartes, on va jouer à 10 crews. Tu verras, on sera 4, c'est comme du pli, mais et que la personne trouve son plaisir, go !» Mais je trouve que cette espèce de fantasme de la culture ludique, c'est ce qui me révulse autant que le fantasme de la culture littéraire. Il faut avoir lu Proust. Non, moi j'aime le polar. Ouais, donc Proust, oui, j'ai lu un jour, mais on m'a forcé, ça m'a ennuyé et tout. Ouais, par contre, j'ai lu tout James Ellroy, j'ai lu tout Dashiell Hammett, j'ai lu... voilà, et fais-toi plaisir avec ça, trouve ça. Et à un moment, deviens curieux par contre. C'est-à-dire que oui, j'aime la dark romance, pour prendre les sujets d'actualité, et si je lis toujours le même type de dark romance parce que c'est ma zone de confort, peut-être qu'à un moment, ce serait bien quand même
aller en bibliothèque, de tenter un autre truc, mais ce sera peut-être de la soft romance, ce sera peut-être de la fantasy romance, ce sera peut-être de la polar romance, j'en sais rien. Je te pose cette question-là parce qu'effectivement, quand tu as aujourd'hui, quand tu es étudiant ou que tu es au lycée, etc., tu t'étudies toujours, on se dit, oh là là, on étudie toujours au bac de français, enfin, on impose, je sais pas, des mots passants, des La Fontaine, etc. On se dit parfois, mais pour donner le goût de la lecture, c'est pas toujours simple, et est-ce qu'on serait pas mieux à essayer d'autres choses? C'est un peu la même chose pour les jeux, tu vois. Si on devait enseigner les jeux je pense à l'école, oui, c'est pas la même chose. Pour moi, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ouais. Enseigner, dans ce contexte-là, c'est donner une sorte de culture générale, mais qui est saupoudrée. Et après, on va dire, les gens, ils aiment plus lire. Mais oui, parce que qu'est-ce que tu as fait? Tu as forcé des gamins à lire, et puis tu les as interrogés derrière. Et ce qui compte, c'est l'évaluation, et pas le plaisir qu'il y a. C'est vrai. Donc je vais donner 2 exemples personnels. Le premier, c'est moi. Jusqu'à l'âge de 15-16 ans, je rappelle, je suis critique littéraire. Je détestais lire. Ça m'emmerdait. Mais je lisais quand même. Je lisais quand même des romans, parce que je faisais du jeu de rôle. Donc Lovecraft, Moorcock et compagnie. Voilà, mais ça, je ne voyais pas à l'école. Et puis, dans mes 2 dernières années, donc en France, ce serait quoi, la terminale, la première, je pense, c'est ça? Pour le passer le bac? Ouais, c'est la terminale, ouais. Et l'année d'avant, donc... La première. Voilà, la première. Donc, c'est la terminale première. J'ai un prof de français qui dit, ben voilà, on est en première, enfin, je l'ai eu en première et en terminale. Donc, en première, il dit, chaque mois, il faudra lire un livre imposé. Mais, si le livre vous dit rien, vous pouvez l'échanger contre 2 livres de votre choix. Ok. Alors moi, évidemment, adolescent, j'ai quand même pas lire un truc qu'on m'impose. Et donc, je décide de lire 2 livres de mon choix. Alors, j'ai plein de potes qui font la même chose. Ils disent, on va pas leur imposer un truc. Bah, 2e mois, un livre imposé, 2 livres de votre choix. Ouais, mais là, j'ai pas envie de lire, je vais prendre le bouquin imposé. Ah bah non, moi, je vais persister, je vais lire les 2 livres. Voilà. Et j'ai fait toute l'année en lisant 2 livres de mon choix. Donc, j'ai lu beaucoup plus de livres que mes comparses. Bah oui. Et arrive la terminale. Et là, le prof de français dit, bah non, vous êtes en terminale. Et donc, chaque mois, il faudra lire 2 livres imposés. Mais chaque livre peut être remplacé par 2 livres de votre choix. Alors, mes potes, 2 livres imposés. Je dis, facile, je l'ai fait l'année passée. 2 livres par mois, facile. Mais par contre, il va pas commencer à m'imposer des bouquins non plus. Et je me suis retrouvé à lire 4 livres par mois. Mais je lisais toujours des trucs qui me plaisaient, des livres que j'avais envie de lire. Ouais. À la fin de ma terminale, il m'a dit, vous m'avez bien eu, Dufresne. D'habitude, les gens craquent, vous n'avez pas craqué. Et à un moment, bon, les choix des adolescents sont souvent les mêmes, mais vu que vous avez été au bout, à un moment, moi-même, je ne savais pas ce que vous étiez en train de lire et j'ai dû m'y remettre. C'est super. Voilà. Ouais. Mais le rythme était lancé. À 4 bouquins par mois, tu débarques à l'UNIF, tu continues à lire, peut-être pas à ce rythme-là, mais surtout 4 bouquins par mois. Quand tu es ado, ça t'en fait, j'en sais rien, moi, c'est moins de 10 mois, mais enfin bon, on va être sur moins de 40 bouquins ou un truc comme ça. Ça a ouvert un champ des possibles, pour prendre une expression bien galvaudée, ça a ouvert plein de curiosités, des trucs où on rebondissait, en disant « Ah ouais, donc comme il y a ça peut m'intéresser, alors je vais aller voir tel auteur, il est cité, il y a une citation en bas de page, il y a une citation en début de roman, où on le compare à tel auteur. » Et puis voilà, et la curiosité y est. Et je pense que pour le jeu, c'est la même chose. Parce que qu'est-ce qu'on va dire? C'est un prof intelligent. Bah oui, mais ouais. On va commencer quoi? L'histoire du jeu? Alors, les osselets, le jeu d'échecs, non, alors le Go non plus, peut-être pas, le Monopoly, ça n'a pas de sens. Donc que des game designers étudient ça me pose pas de problème. Alors là, ils prennent l'histoire du jeu, ils voient comment ça évalue, et ainsi de suite. Je dirais, si vous voulez vraiment enseigner l'art du jeu, les gars, faites que du wargame. Hein. Donc, on va étudier le Blitzkrieg. À travers ça, vous verrez l'histoire, vous verrez l'histoire de la guerre, l'évolution technologique, vous verrez Edgar Allan Poe, vous verrez Conan Doyle. Vous aurez des jeux modernes qui anticipent des conflits à venir. Il y a 6-7 ans, avec des potes, on faisait un wargame sur l'invasion de l'Ukraine par les Russes. Hein. Voilà, ces trucs sont traités, ça existe et ça reste ludique. Mais je ne le conseille pas. Si ça t'emmerde, si ce que tu aimes, c'est du roll and write, fais du roll and write. Amuse-toi. Et à un moment, tu diras, ah ben tiens, roll, c'est chiant, retourner des cartes, c'est plus drôle. Oh, et puis, je sais pas moi, un jeu de cartes où on fait du deck building, ça a l'air marrant. Et puis de fil en aiguille, tu joues à Terraforming Mars et tu te dis, c'est un jeu normal. Quoi. On revient à la curiosité. Voilà, c'est ça, faut être bien curieux. sûr. Il faut surtout pas avoir cet a priori. Je trouve que maintenant, vu qu'on classifie les trucs, là aussi, ça m'amuse beaucoup. Il y a des jeux, quand on les découvre, on nous disait pas à l'époque c'est un jeu expert ou machin.
Je pense par exemple Chinatown, qui est un exemple que je prends assez souvent parce que son évolution est assez amusante. Au moment où le jeu sort de façon dégueulasse en anglais, il faut découper les pions soi-même dans un mauvais carton et trucs comme ça. Ce serait l'équivalent d'un jeu expert, voire d'un jeu très expert, parce que c'est de la négociation, c'est âpre, et c'est pas du tout ce qui se fait à l'époque. Puis quand il ressort en VF, dans une version un peu plus, je dirais avec du matos un peu plus quali et tout, on bascule à ce moment-là presque dans l'initié, parce qu'il y a déjà d'autres types de jeux, il y a des jeux plus âpres au même moment, enfin des Agricola, des trucs comme ça, qui sont quand même très rudes. Et puis quand il est réédité avec un thème de parc d'attractions au Waterfall Park, là on est en train de nous dire, ça c'est un jeu famille. Ouais. Et la méca, elle n'a pas changé en fait. Ouais. Mais simplement, l'époque a changé. C'est ça. Et à une époque, on jouait à des trucs, on nous a dit, ah, peut-être expert et tout, mais en même temps, il y avait que ça, on jouait à ça. Catan, c'était pour les férus de jeu. Et puis ça réussit, maintenant tout le monde peut y jouer. Au début, Carcassonne, on joue Carcassonne avec des règles en allemand, je pense. Enfin, c'était vraiment, il fallait être taré. Enfin, mais non, parce qu'on avait dit, ah, c'est bien, machin, ça revient des scènes. Les potes faisaient les traductions. Bon, ben, let's go. Bah, aujourd'hui, on ne dira jamais, oula, Carcassonne, c'est quand même le truc inaccessible. Ben non, enfin voilà. Et donc, les époques changeant, à moins de vous se faire une ludothèque à connotation et caractère historique pour avoir soi-même l'évolution du monde du jeu et tout, je ne vois pas l'intérêt. Amusez-vous. Ouais. Amusez-vous. Et vous ne posez pas la question. Et peut-être qu'on vous fera découvrir un jeu et vous direz, quoi, c'est un jeu de 98 ? On faisait des jeux comme ça à l'époque. Ah ouais, on faisait des jeux comme ça. Ouais. Oui, ou peut-être qu'on vous fera un jeu de 98 et ce sera nul à chier en disant ah, c'était quand même débile à l'époque. Ouais, c'est sûr, ouais. Tout évolue, les prismes évoluent. Et par rapport justement au marché qui évolue aussi, tu disais que c'était effectivement les sélections d'Asdor qui sont un peu dans voilà, ce qui est dans l'air du temps de l'année 2025, etc. Est-ce que toi, l'évolution, il y a beaucoup de gens qui font le parallèle avec l'évolution du milieu de la BD. Alors je sais que toi, c'est quelque chose que tu connais bien. Ça fait des années que je la fais. C'est un peu Ouais. fois que je fais ce parallèle. Donc, on m'a déjà dit arrête de le répéter. Donc, je ne le répéterai pas. Mais oui, c'est la BD des années 2000. C'est cette évolution-là. On passe d'un marché qui, à un moment, BD début des années 2000, c'est vraiment le truc. Alors, la BD, c'est pour les enfants ou les vieux monsieur qui sentent le pipi et qui sont collectionneurs d'Hergé. Enfin, ou à peu près. Et puis, lentement mais sûrement, il y a un développement par niche et on se dit, bah non, la BD, ça peut être pour tout le monde, ça peut être pour ma nièce, ça peut être pour des femmes, ça peut être pour des hommes, ça peut être pour des grands, pour des petits, ça peut être des sujets sérieux, ça peut être plus de pages, ça peut être. Et c'est ce qui conduit à avoir une production qui explose. Et le jeu, c'est la même chose. Voilà, à une époque, c'était qui jouait les geeks. Aujourd'hui, qui joue, il suffit de regarder les allées de Cannes, tout le monde. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, si tout le monde joue, il faut des jeux pour tout le monde. Et donc, oui, il va y avoir de plus en plus de jeux, de plus en plus de types de jeux. Là, ça va être des contraintes de production, des contraintes de coûts, et ce genre de choses qui vont entrer en ligne de compte. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque ou est-ce qu'on ne va pas vers ça sur justement aussi d'avoir de plus en plus, je parle au niveau des éditeurs, vraiment des mastodontes et puis les tout petits qui vont commencer à avoir vraiment beaucoup de mal? Soit on décide qu'on arrête le capitalisme et l'économie de marché. Je pourrais ne pas m'opposer à ce principe d'arrêter ça. Soit on est dedans et c'est la règle. Voilà, prenons les compagnies aériennes. En 1950, il y a beaucoup de compagnies aériennes. Aujourd'hui, il y en a vachement moins. Prenons le monde de l'édition. Ouais, on n'y peut rien. Voilà. Alors, les gens le savent peut-être pas. Hein. Ils vont dire, je vais en librairie, je vais acheter un livre Gallimard et un livre de Noël et une BD Casterman. C'est chouette, j'ai fait plaisir à 3 éditeurs. Oui, enfin non, c'est le même groupe. Hein. Donc voilà, et ces mastodontes, aujourd'hui, vont avoir un réel pouvoir sur l'ensemble du marché, entre autres, parce qu'ils peuvent jouer avec beaucoup plus de variables d'ajustement que les autres. Quand vous appelez Hachette et que vous achetez le papier et le carton par centaines de milliers de tonnes, vous êtes quand même beaucoup plus puissant que Trucmuche qui fait son jeu dans son coin et qui doit aller acheter son rouleau de carton, quoi. Enfin, ça vous coûtera moins cher, vous avez une économie d'échelle, vous avez une économie d'échelle sur les frais fixes. Voilà, et donc ça permet quoi? Ça permet de baisser le coût de mon jeu. Il suffit de regarder, il y a certains jeux, j'étais impressionné par le jeu Leaders chez Studio H, un jeu que je trouve excellent, qui rentre dans cette catégorie de jeux, vous l'aurez compris, affrontement direct, machin, qui sont plutôt ma cam. Vous regardez le prix, vous regardez la qualité du produit, vous faites ah ouais, là ils vont taper bas. Mais après, Studio H, c'est Hachette. Hachette, ils ont des chefs de fab. Voilà, la solution, on va la chercher là-bas. Grandement. Après, il y a peut-être du prix d'appel, il y a peut-être plein d'autres paramètres qui doivent être pris en compte, mais on est dans ce contexte-là et ça va être la puissance des groupes. Et la puissance des groupes, c'est aussi de pouvoir négocier avec la vente directe. Et la vente directe, ça va être le ludicaire, oui, mais ça va être Amazon, ça va être ce qu'on appelle les GSS, grandes surfaces spécialisées
type Flac et Ultra, mais aujourd'hui aussi la GSA, donc grande surface alimentaire. Et là, j'ai déjà eu des discussions avec des responsables type Asmodée Belgique ou Géronimo. Quand on demande le nombre de points de vente en Belgique, les réponses sont toujours très amusantes. On dit quand dans l'année? Période de Noël, Oui, c'est soudainement. ça explose, oui. Période creuse, on va dire, alors il y a 200 magasins. Période de Noël, il y en a 12 000. Hein. Oui, c'est vrai. Parce que quoi? Parce que vous allez chez Carrefour, Colruyt, Delhaize ou que sais-je, dans grande surface alimentaire, et vous allez avoir du jeu. Alors évidemment, une typologie de jeu bien précise, ainsi de suite. Si ce n'est que cette typologie est en train de changer, parce que comme Netflix a acheté les droits de machin, comme les loups-garous, soudainement vous les retrouvez. Mais c'est la même logique que pendant l'été, je vais au McDo ou chez Burger King ou que sais-je, et le pack enfant contient le jeu de cartes machin, contient la version mini de tel jeu et tout. Bah voilà, c'est... Exactement. Mais c'est aussi le signe que... Alors ça, c'est d'une part le signe de la puissance des grands groupes, mais c'est aussi le signe du fait que le jeu rentre dans la pop culture. Exactement, ouais. Oui, et puis là, on voit par exemple le rachat de Lucky the Games par Goliath, effectivement. Oui, c'est ça, mais on peut tous les lister, parce mais que bien sûr, on peut tous les y a lister, ceux mais... qu'on voit un peu moins, mais le lien Yellow Média Participation, c'est aussi un lien fort et important, Ouais. hein, même si pour beaucoup de gens, Média Participation, ça veut rien dire, mais si je vous dis Dargaud, Dupuis... on voit déjà, mais c'est aussi Média Participation est aussi impliqué dans le dessin animé, dans la production de séries, dans la production audiovisuelle, dans les guides Michelin. Donc on voit tous les potentiels qui existent. Et si soudainement vous dites, moi groupe machin, on sort un jeu sympa sur les pneus de voiture ou sur des courses de bagnole, et je dis, on va le mettre dans tous les garages ou chez tous les loueurs de voitures. Partez en vacances, vous louez une voiture, mais si vous mettez 10 balles de plus, vous avez un jeu pour vos vacances. Bah, il y a peut-être un coup à faire. Enfin, on est dans cette même logique où le jeu va être et un plus produit, mais aussi un produit d'appel. Enfin, voilà. Ouais. Alors, on va passer carrément à autre chose. C'est parce qu'on va aller aussi tendre doucement vers la fin. Je voulais te demander si toi, tu as déjà eu l'idée de te lancer dans la création de jeux, ou si tu avais peut-être déjà fait des choses. J'ai écrit je dirais semi-pro du jeu de rôle. Donc, j'ai travaillé pour Multisim et Halloween Concept à l'époque. Donc, c'est déjà pas mal. Et j'ai créé plein de jeux. Déjà, entre autres, quand je travaillais chez Delcourt pour Pavillon Rouge, parfois on faisait des jeux en encart dans le magazine parce que c'est chouette de faire des jeux. J'avais créé un jeu de cartes à collectionner qui était un jeu de cartes promotionnel pour le lancement des nouvelles séries de la collection Terre de Légende. Et donc il y avait un jeu. Donc oui, j'ai fait des trucs comme ça. Puis comme toute personne qui s'intéresse au jeu à un moment, on se dit tiens, si sur Diplomatie... je rajoutais une troisième dimension, des dés et des ressources. Enfin, voilà. Mais de là, finaliser des trucs, je suis pas là. Pas plus, ouais. Non, je pense que je fais déjà suffisamment de trucs et je trouve que c'est quand même assez difficile d'être dans une position de critique et en même temps de producteur de la chose. Voilà, donc ça veut dire que si à un moment je bascule dans la créa, il est probable que j'arrêterai l'activité de critique. Même si, je le vois dans le domaine du livre, les éditeurs, tous mes contacts dans le monde du livre, les potes auteurs me disent « Mais vas-y, écris, fais comme tout le monde. Tous les critiques écrivent un bouquin ou un autre, vas-y, lâche-toi. Faudrait que je m'y mette, faudrait que j'essaye. Peut-être, oui. Les idées manquent pas, c'est pas ça. Mais c'est oui, peut-être est-ce que je suis légitime de le faire, alors que dans le même temps, j'ai une fonction autre qui permet d'avoir un regard extérieur. Voilà. Ok. Et encore une question de temps aussi, parce que tout ça... Oui, mais enfin, les journées en Belgique font 37 heures. Hein, c'est connu. C'est ça, d'accord. Ah bah oui. Ok, je comprends mieux. Comme il n'y a jamais de soleil, on ne sort pas de chez nous. Et on a inventé l'électricité récemment. Est-ce que tu as d'autres projets, justement, parce que tu es dans plusieurs domaines, donc littéraire, effectivement, le ludique, la BD, tu as déjà fait. Est-ce qu'il y a d'autres domaines culturels comme ça J'imagine que d'autres choses te passionnent, bien sûr. Alors, j'avoue que j'aimerais bien replonger dans l'écriture de séries télé. Ouais. Voilà, ça, c'est un truc qui m'excite très bien. Il y a l'un ou l'autre projet qui sont encore un peu secrets. Donc ça, je n'en parlerai pas, mais qui sont toujours liés à de l'audiovisuel, ces milieux-là. Et vu la quantité de personnes qui me disent « Tu dois faire un podcast, faut que tu fasses un podcast, faut que tu fasses un truc, un machin, un podcast, un YouTube, un Twitch, un bidule. » Mes fils me disent « Pourquoi tu fais pas ça alors que tous les cons en font, toi tu pourrais en faire. » Voilà. J'imite des adolescents, évidemment. Ah oui, j'ai bien compris. J'ai à peu près ça à la maison. Je dis « Ouais, faudrait que je fasse un truc, mais comment, quelle forme ?» Donc là aussi, il y a des idées. Truc sur papier, il y a probablement un podcast qui va se lancer, mais ce sera
il y a très peu de chances que ce soit dans le domaine du jeu. Ok. Enfin, à la base, ce serait plutôt littéraire, évidemment. Même si je me demande... Enfin, pas si je me demande. Je suis en train de réfléchir en disant, est-ce qu'il n'y a pas un axe qui permettrait de grossir un peu, enfin, ou en tout cas, faut plutôt de prendre la distance et d'être sur la dimension de création ou de créativité ou de créateur, plutôt que simplement de littérature, donc de type d'écriture, ou alors la notion d'écriture, jongler sur l'ambiguïté qu'il y a entre l'écriture d'une série télé, l'écriture d'un roman, l'écriture d'un jeu. Voilà, mais c'est pas encore très très clair parce que contrairement à ce que tout le monde me dit, il faut se lancer, puis tu verras, et puis tu t'adapteras. Je dis ouais, ça j'aime pas. Je suis encore une vieille personne. J'aime bien quand même contrôler un minimum les Faut border éléments, un petit peu les choses. cadrer les choses. Et tiens, est-ce que là c'est pas les limites de mes compétences? Et où est-ce que ça m'emmène peut-être Est-ce aussi? que ça m'emmène? Comment ça m'y emmène? Quelles sont les évaluations de temps? Et voilà. La raison pour l'instant est encore un petit peu là. Oui, mais probablement aussi le frein. Peut-être trop de Ouais. raisons. Il faudrait avoir plus d'élan et plus d'élan là-dedans. Hein. Ok. Alors, si tu étais un mode de jeu, lequel serais-tu? Le mensonge. Alors, je suis sur le mode de jeu plutôt pour l'instant. Donc, tu sais, le coop, le semi-coop. Les jeux de mensonge. Ok, jeu de Les mensonge. jeux de bluff, mensonge, c'est une méca. Ok, C'est un mode, non? un mode de jeu. Non, je fais C'est la pas un différence entre mécanique et mode de jeu. Le mode de jeu, pour moi, c'est le coop, le semi-coop, le solo, le compétitif, tu vois. Mais ça n'a aucun intérêt. Le mode de jeu, je m'en fous. Tu t'en fous? Tout te plaît? Ouais. Ok. Tu es tout à la fois. Tout sauf le solo. Ah bah voilà, donc Voilà, quand même. voilà. Je Bon, suis ok, tout à ce sauf le moment-là, solo. ok, on le prend dans ce sens-là, ça marche, ça me va. Donc la mécanique de jeu, donc tu l'as dit. Ouais, le bluff, le mensonge, l'info cachée. Ouais. Soit l'info est connue et alors on fait du jeu abstrait et tout est connu. Soit il y a le brouillard de la guerre. Enfin, il y a un truc. Il y a ce machin où on ne sait pas tout. On va pouvoir au moins bluffer ou faire croire que. On va pouvoir modifier ses axes stratégiques en laissant penser que. Ou alors carrément bluffer, mentir, négocier. Voilà. Ok. Si tu étais un univers de jeux de société, Plutôt contemporain. faut que ça soit dans la réalité un peu ou Et je trouve que l'avantage du jeu dans la réalité, c'est que quand c'est bien fait, les règles s'appréhendent plus facilement. Pour remplir une bouteille, il faut un entonnoir et un liquide. Ok, bah voilà, c'est clair. Pour upper un schmurg, il faut un truc et une trace. Voilà quoi. Ouais, c'est plus difficile effectivement de s'imaginer. Ça marche. Ok, et alors pour un prochain podcast, qui tu pourrais me proposer en interview, dans le milieu ludique bien sûr? Dans le milieu du jeu... Que ça soit un métier, que ça soit un auteur, un illustrateur, éditeur. Alors, je dois te donner un nom Ouais. de quelqu'un que je connais. Ouais. Ah, ouais, parce que ce que j'adorerais entendre dans un podcast, Ok. c'est des gens de l'ombre, vraiment des gens de l'ombre. Alors un métier par Je exemple. voudrais bien entendre un ou une chef de fab. T'as déjà eu Coppola? Non, j'ai jamais fait Copla. Alors, je vais peut-être faire Coppola et lui poser des questions sur la fab et ce genre de choses. Ouais. Parce que je trouve que parfois, il y a des éléments ça, qu'on lit dans des critiques. En disant, ah là là, ils auraient rajouté 20 cartes objectifs, ça aurait été mieux comme jeu. Ouais, 20 cartes objectifs, c'est 3 € en plus sur ton jeu. Mais évidemment, tu n'y penses pas, toi, joueur. Enfin, et je pense avoir cette espèce de notion de... En fait, pas tant c'est quoi le coût d'un jeu, mais c'est quoi le coût de fab d'un jeu? Quels sont ces éléments auxquels on doit réfléchir? Pourquoi les livres, ils font tel type de page? C'est parce que les cahiers des pages, on les imprime de telle façon. Enfin, voilà, avoir cette compréhension-là, Ouais. c'est le cas sur, par exemple, les nombres de cartes, qui sont assez standards et tout. Et ça, j'ai l'impression que les joueurs jouent, peuvent être très critiques vis-à-vis des règles et oublient en fait que le jeu, c'est aussi un objet manufacturé et que pour manufacturer un jeu à des prix compétitifs et accessibles, eh bien, ça implique plein de choses. Ou alors... Ouais, mais je note cette idée parce que j'ai fait des chefs de projet ou directeurs artistiques, mais c'est vrai que ce côté plutôt fabrication... Ouais, la femme, ça ouais. m'intéresserait. Ou alors aller vers des gens de chez Nuts Publishing. Ouais. Parce qu'ils font du wargame, mais du wargame accessible qui tend vers des formes de Warto. Et je trouve ça toujours très étrange quand les gens me parlent de jeux experts, ils me parlent en fait de Eurogame. Et on oublie qu'il y a tout un pan d'autres jeux qui sont des jeux très experts, qui sont des jeux à confrontation directe, qui sont des jeux stratégiques, qui sont des jeux tactiques, qui sont des jeux qui ont des mécaniques qu'on connaît, hein, du deck building, du draft, du lancer de dés, du poser des rails ou que sais-je. Et je me dis, c'est quand même un truc qui est dommage. C'est comme ça une sorte de
de cousins un peu bâtards, on ne sait pas trop, on n'en parle pas. Alors que je trouve que le travail de notes, c'est un travail assez intelligent et assez intéressant. Okay. Et en tout cas, moi, c'est un travail que je trouve aussi assez pédagogique, parce que j'ai amené plein de gens vers le jeu d'histoire ou du jeu à confrontation en passant par des jeux de chez eux. Ok, eh ben, écoute, je note ces suggestions, je te remercie. Merci à toi. Et je te propose qu'on termine le podcast, qu'on termine aussi les vidéos. Alors, avec Michel Dufrane. Tu joues ou quoi ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à le partager et à laisser des commentaires sur les réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Pour tout savoir sur le Festival de Cannes, vous pouvez aller voir les 4 vidéos réalisées sur place par David sur la chaîne YouTube Tu joues ou quoi ? Dans le prochain épisode, je recevrai à mon micro Thomas Provost, éditeur. De Repos Productions à Playpunk, vous saurez tout sur son parcours dans le monde ludique depuis plus de 20 ans. Alors je vous donne rendez-vous dans 2 semaines.